Le 21 mars 2025, le monde a pleuré la perte de George-Edward Foreman, légende de la boxe, icône mondiale et figure chérie de millions de personnes, décédé paisiblement à l'âge de 76 ans, entouré de l'amour de sa famille. Dans un message poignant publié sur Instagram, accompagné d'une photo émouvante de Foreman entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa famille a écrit « Nos cœurs sont brisés ». C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George-Edward Foreman, seigneur, qui s'est éteint paisiblement. Pour des millions de fans à travers le globe, la perte de « Big George » a été ressentie comme une douleur personnelle, presque intime. Il n'était pas seulement un champion du ring, mais un symbole universel de résilience, de rédemption et de renaissance, un homme dont l'histoire a transcendé le sport pour toucher des vies dans le monde entier, des rues de Houston aux cuisines des foyers grâce à son célèbre grill. Né le 10 janvier 1949 à Marshall, Texas, George Foreman a grandi dans le Fifth Ward, un quartier pauvre et difficile de Houston, où la pauvreté, la violence et le désespoir étaient omniprésents. Enfant, il était un garçon turbulent, souvent impliqué dans des bagarres de rue et flirtant avec un avenir sombre. Il décrivit plus tard sa jeunesse comme une période de colère et de rébellion, marquée par des actes de petite délinquance. À 15 ans, il abandonna l'école, se retrouvant à la dérive. Cependant, sa vie changea lorsqu'il rejoignit le Job Corps, un programme fédéral visant à offrir des opportunités aux jeunes défavorisés. C'est là qu'il découvrit la boxe, d'abord comme un moyen de perdre du poids et de canaliser son énergie brute. Ce sport, qu'il aborda avec une détermination farouche, devint son salut, lui offrant une issue à une vie qui semblait destinée à l'échec. À seulement 19 ans, Foreman stupéfia le monde en remportant la médaille d'or olympique aux Jeux de Mexico en 1968. Dans un moment chargé de symbolisme, il brandit le drapeau américain sur le podium, un geste de fierté patriotique dans une période marquée par les tensions raciales et les protestations des Black Power, notamment le salut du poing levé de Tommy Smith et John Carlos. Ce triomphe olympique propulsa Foreman vers une carrière professionnelle fulgurante. En 1973, à l'âge de 24 ans, Foreman atteignit l'apogée de sa jeune carrière en affrontant Joe Frazier, alors champion du monde des poids lourds et figure légendaire. Lors de ce combat à Kingston, Jamaïque, Foreman démontra une puissance dévastatrice, envoyant Frazier au tapis 6 fois en 2 rounds. Cette victoire écrasante lui permit de s'emparer du titre mondial, faisant de lui l'un des boxeurs les plus craints de l'histoire. Quelques mois plus tard, il consolida sa domination en battant Ken Norton, un autre adversaire redoutable, en 2 rounds également. Surnommé « l'homme au poing de fer », Foreman était perçu comme une force de la nature, un colosse invincible dont les coups semblaient capables de briser n'importe quel adversaire. Sa présence imposante, son regard intimidant et sa puissance brute en faisaient une figure presque mythique, un boxeur que personne ne semblait pouvoir arrêter. Mais l'influence de Foreman s'étendait bien au-delà des rings. Dans les années 1990, il devint une célébrité mondiale grâce à son invention révolutionnaire, le George Foreman Grill. Cet appareil, conçu pour promouvoir une cuisine saine et pratique, se vendit à plus de 100 millions d'unités, devenant un phénomène culturel qui transforma les habitudes culinaires dans les foyers du monde entier. Avec une fortune estimée à plus de 300 millions de dollars à sa mort, Foreman prouva qu'il était un génie des affaires autant qu'un athlète d'exception. Pourtant, malgré sa richesse et sa renommée, il restait ancré dans des valeurs simples. Il attribuait sa véritable richesse à sa foi chrétienne, à sa famille composée de 12 enfants, dont 5 fils nommés George pour symboliser l'unité familiale, et aux leçons tirées de ses épreuves les plus douloureuses. À l'annonce de son décès, les hommages affluèrent du monde entier. Scottie Pippen, légende de la NBA, écrivit « Ton héritage perdure, champion ». Le promoteur Bob Arum le décrivit comme l'un des plus grands cogneurs et des plus grandes personnalités que la boxe ait connues. Jim Lampley, son partenaire de longue date à la télévision, déclara en larmes « C'était un grand boxeur, mais un être humain encore plus grand. Chaque bonne chose qui lui est arrivée, il l'a méritée. » C'est dans ce contexte que son lien avec Muhammad Ali, forgé lors du combat légendaire du 30 octobre 1974 à Kinshasa, Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, reste l'un des chapitres les plus fascinants et émouvants de sa vie. Connu sous le nom de Rumble in the Jungle, ce combat, organisé par le promoteur Don King et financé par le président zaïrois Mobutu Sese Seko, était bien plus qu'un simple match de boxe. Il s'agissait d'un événement culturel, politique et social d'une ampleur sans précédent, regardé par des centaines de millions de spectateurs à travers le monde. Le combat coïncidait avec le festival de musique Zaïre 74,
qui réunissait des artistes comme James Brown, B.B. King, Celia Cruz et Myriam Makeba, renforçant son statut de moment historique. Dans un Zaïre post-colonial cherchant à affirmer sa place sur la scène mondiale, le combat devint un symbole de fierté africaine, un événement qui transcendait le sport pour devenir un acte de réappropriation culturelle. Foreman, alors champion invaincu à 25 ans, entrait sur le ring avec une confiance absolue. Il avait démoli Frazier et Norton, deux boxeurs qui avaient posé des problèmes à Ali. Les experts, les parieurs et les fans étaient unanimes. Foreman écraserait Ali, alors âgé de 32 ans et perçu comme un champion en déclin après son exil forcé de 1967 à 1970 pour avoir refusé de servir dans la guerre du Vietnam. Ali, connu pour son charisme, son esprit vif et sa langue acérée, était vu comme un outsider, un homme dont les réflexes et la vitesse semblaient s'être émoussés. Foreman, autrefois déterminé à anéantir Ali, devint l'un de ses plus grands admirateurs. Un moment emblématique de leur réconciliation eut lieu en 1997, lors des Oscars, lorsque Foreman, avec une tendresse émouvante, aida un Ali affaibli par la maladie de Parkinson à monter sur scène pour célébrer le documentaire When We Were Kings, qui retraçait leur combat historique. Foreman déclara « Nous sommes devenus les meilleurs amis. Je l'aimais comme un frère. » Leur lien transcenda les générations. À la mort d'Ali en 2016, Foreman assista à ses funérailles, pleurant la perte de son ami avec une émotion sincère. À la mort de Foreman en 2025, Rachda Ali, la fille de Muhammad, adressa un message poignant à la famille Foreman. « Ton papa boxe avec le mien au paradis. » En octobre 2024, pour le 50e anniversaire du Rumble in the Jungle, les enfants d'Ali et de Foreman se réunirent pour célébrer, non pas comme descendants de rivaux, mais comme une famille élargie unie par un héritage de respect, de pardon et d'amour. Cet événement, marqué par des projections du documentaire et des discussions sur l'impact du combat, souligna la portée universelle de leur histoire. Le monde entier attendait une revanche après le Rumble in the Jungle. Une seconde confrontation semblait inévitable, compte tenu de l'histoire d'Ali avec les revanches épiques contre Joe Frazier, Ken Norton ou Sonny Liston. Pourtant, ce combat ne vit jamais le jour. Les raisons sont multiples et complexes, mêlant stratégie, orgueil, politique et blessures intérieures. Ali, après sa victoire spectaculaire, choisit des adversaires moins menaçants, comme Chuck Wepner, dont le combat inspira le film Rocky de Sylvester Stallone, ou Ron Lyle, qu'il battit dans un combat acharné en 1975. Ces choix reflétaient une prudence stratégique. Ali savait que Foreman, s'il revenait avec un plan mieux adapté, représenterait un danger encore plus grand. Foreman, de son côté, revint sur le ring en 1976 après une pause de 15 mois, livrant une guerre brutale contre Ron Lyle, qu'il mit KO au 5e round dans un combat nommé « Combat de l'année » par The Ring Magazine. Ce retour montra que Foreman restait une force redoutable, intensifiant les appels pour une revanche. En coulisses, des discussions pour une revanche eurent lieu. Foreman raconta qu'Ali l'appela directement pour négocier, mais posa une condition non négociable. Que Foreman reprenne son ancien entraîneur, Dick Sadler. Foreman refusa catégoriquement, blâmant Sadler pour la stratégie désastreuse de Kinshasa, qui l'avait poussé à s'épuiser face au Ropadop. Ce désaccord, combiné à l'orgueil des deux hommes, aux intérêts financiers des promoteurs et aux priorités divergentes, ferma la porte à une revanche. Certains spéculèrent qu'Ali, conscient des dommages physiques subis lors du premier combat ou des rumeurs non confirmées suggéraient qu'il avait uriné du sang après les coups au corps de Foreman, ou préférait éviter un second affrontement. Le Rumble et l'épuisant Tria in Manila contre Frazier en 1975 avaient laissé des traces, poussant Ali à privilégier des combats moins risqués pour protéger sa légende. Foreman, quant à lui, portait des cicatrices psychologiques profondes. Il admit avoir douté de vouloir affronter à nouveau Ali, conscient de la volonté et du courage extraordinaire de son rival. Après sa défaite contre Jimmy Young en 1977, Foreman quitta la boxe pour une décennie, rendant une revanche impossible. Lorsque Foreman revint sur le ring dans les années 1980, il était un homme transformé. À 45 ans, en 1994, il reconquit le titre des poids lourds contre Michael Moorer, devenant le champion le plus âgé de l'histoire de la catégorie, un exploit qui inspira des millions de personnes. Ali, alors retraité et luttant contre la maladie de Parkinson, ne pouvait plus boxer, et l'occasion d'un second combat s'était transformée en légende. Les fans continuèrent de spéculer sur ce qui aurait pu se passer. Un Foreman plus mature, avec une stratégie ajustée, aurait-il renversé Ali? Ou Ali, avec son génie tactique, aurait-il à nouveau triomphé?
Cette question reste l'un des grands mystères de la boxe, alimentant les débats passionnés parmi les amateurs du sport. Avant sa mort, Foreman partagea une réflexion émouvante sur Ali, révélant une vérité qui résumait l'impact profond de ce combat sur sa vie. En octobre 2024, pour le 50e anniversaire du Rumble in the Jungle, il écrivit sur Instagram « Pouvez-vous croire qu'il y a 50 ans, le Rumble in the Jungle ? En combattant Muhammad Ali. En repensant à la meilleure période de ma vie, célébrée avec moi avec une part de gâteau, alors que je revis le Road. » Accompagné d'une photo de lui souriant avec un gâteau, ce message montrait une nostalgie joyeuse, mais aussi une acceptation profonde. Dans une interview avec ESPN, il ajouta « Ce combat m'a brisé, mais il m'a aussi construit. Ali m'a appris à être humble, à pardonner, à croire en quelque chose de plus grand que moi. » Foreman admit que cette défaite, qu'il avait autrefois maudite comme une malédiction, fut une bénédiction déguisée. Elle lui apprit l'humilité, le pardon et la foi. Ali, l'homme qu'il avait voulu détruire dans un accès de rage, devint son plus grand professeur, le guidant vers une rédemption qui redéfinit sa vie. Le Rumble in the Jungle reste bien plus qu'un combat de boxe. C'est une parabole sur la résilience, la stratégie et la transformation humaine. Il symbolise le triomphe de l'intelligence sur la force brute, du cœur sur la colère, et de l'amitié sur la haine. Foreman et Ali, deux géants du sport, ont laissé un héritage qui transcende la boxe, une histoire qui continue d'inspirer des générations. Leur parcours, de la rivalité féroce à la fraternité sincère, rappelle que même les plus grandes défaites peuvent mener à des victoires intérieures profondes. Le combat a également eu un impact culturel durable, immortalisé dans le documentaire oscarisé When We Were Kings et dans des livres, films et chansons qui continuent de célébrer son importance. Que pensez-vous de cette saga épique ? Partagez vos réflexions, et n'oubliez pas de liker et de partager pour rendre hommage à ces légendes immortelles. Mais Ali avait un plan audacieux, qu'il garda secret jusqu'au moment où le gong retentit à 4 heures du matin, heure locale, pour s'aligner avec les audiences télévisées américaines. Dès le premier round, Ali surprit Foreman avec des directs du droit rapide et précis, perturbant son rythme habituel. Puis, au deuxième round, il adopta une tactique révolutionnaire qui allait entrer dans l'histoire, le rope-a-dope. S'appuyant contre les cordes, Ali laissa Foreman déchaîner sa puissance dévastatrice, absorbant des coups brutaux au corps tout en protégeant sa tête avec ses bras et ses gants. Entre les frappes, il narguait Foreman avec des provocations cinglantes. « C'est tout ce que t'as, George ? T'es faible ? Montre-moi quelque chose. » Ces mots, prononcés avec un sourire narquois, s'infiltraient dans l'esprit de Foreman, semant le doute et la frustration. La foule zaïroise, conquise par le charisme d'Ali lors des semaines précédant le combat, scandait « Ali, Bomet !»« Ali, tue-le !» créant une atmosphère électrique qui pesait lourdement sur Foreman. Le contexte avant le combat avait joué un rôle crucial. Une coupure accidentelle à l'œil de Foreman pendant l'entraînement força un report d'1 mois, perturbant sa préparation. Pendant ce temps, Ali, maître de la guerre psychologique, profita de ce délai pour se rapprocher du peuple zaïrois. Il se mêlait aux habitants, parlait aux foules, courait dans les rues avec des enfants, et se présenta comme un héros du continent africain, un symbole de résistance face à l'oppression. Foreman, isolé dans son camp d'entraînement, se sentit de plus en plus comme un étranger. Partout où il allait, il entendait les cris de « Ali, Bomet », un rappel constant que la foule avait choisi son champion, et ce n'était pas lui. Round après round, les coups de Foreman perdaient en puissance. La chaleur étouffante de Kinshasa, combinée à l'effort colossal de ses frappes, épuisa le champion. Ses bras devenaient lourds, ses jambes vacillaient, et son visage portait les marques des jabs précis et des crochets d'Ali. Ce dernier, toujours alerte malgré les coups au corps, attendait patiemment son moment. Au 8e round, sentant Foreman à bout de souffle, Ali bondit des cordes avec une combinaison fulgurante, un crochet gauche suivi d'un direct du droit à la mâchoire. Foreman s'effondra, incapable de se relever à temps. L'arbitre mit fin au combat, et Ali, contre toute attente, redevint champion du monde des poids lourds dans un moment qui entra dans la légende. Le Rumble in the Jungle n'était pas seulement une victoire sportive, mais une leçon magistrale de stratégie, de résilience et de force mentale. Ce combat ne fut pas seulement un affrontement physique, mais une guerre psychologique d'une intensité rare. Foreman révéla des années plus tard une vérité troublante qui choqua le monde: « Je ne voulais pas juste gagner ce match. Je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais. » Ces mots, prononcés dans une interview franche avec CBS News, dévoilèrent un côté sombre de Foreman, un jeune homme consumé par une rage qui allait au-delà de la compétition.
Cette confession transforma la perception du Rumble in the Jungle, révélant une tempête émotionnelle sous la surface. Foreman, qui se voyait comme une force irrésistible, fut déstabilisé par la confiance inébranlable d'Ali, ses provocations qui s'infiltraient dans son esprit comme un poison, et la ferveur de la foule zaïroise qui l'avait rejeté comme un intrus. Il se sentit comme le méchant d'une histoire où Ali était le héros adulé, un sentiment d'isolement qui le hanta pendant des décennies. Le chemin vers la rédemption fut long et ardu. Foreman chercha d'abord des excuses pour expliquer sa chute, un ring trop mou qui, selon lui, amoindrissait la puissance de ses coups, un arbitrage trop rapide qui ne lui aurait pas laissé le temps de se relever, une blessure à l'œil qui avait perturbé sa préparation. Mais au fond, il savait que la vérité résidait dans la supériorité stratégique d'Ali et dans sa propre incapacité à gérer la pression psychologique. La défaite planta des graines de doute qui ébranlèrent sa confiance. En 1977, après une défaite exténuante contre Jimmy Young à Porto Rico, Foreman vécut une expérience spirituelle qui changea sa vie. Dans le vestiaire, en sueur et épuisé, il déclara avoir senti la présence de Dieu, une révélation si puissante qu'il quitta la boxe à l'âge de 28 ans, au sommet de sa carrière. Il devint pasteur dans une petite église de Houston, consacrant une décennie à prêcher la paix, l'humilité et le pardon. Cette transformation, déclenchée par la défaite face à Ali, redéfinit Foreman, passant d'un cogneur redouté à un homme de foi animé par un désir profond de rédemption. Des années plus tard, la rivalité entre Foreman et Ali évolua en une amitié profonde, un lien fraternel qui surprit ceux qui se souvenaient de leur animosité initiale.